Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous des Sentinelles. Notre invité ce soir est l'un des philosophes français les plus médiatisés du moment, 100 livres à son actif, des ventes à faire pâlir et une volonté chevillée au corps d'instruire les classes populaires à la philosophie. Bonsoir Michel Onfray. Alors vous vous qualifiez de philosophe hédoniste, il sera question d'hédonisme dans cette émission. On parlera aussi de l'intérêt pour tout citoyen de s'intéresser à la philosophie. Il sera question de sagesse, le titre de votre dernier ouvrage, et de notre rapport à la nature, au cosmos. Alors il y a un aspect qu'on ne pouvait pas éluder dans cette émission, c'est votre côté polémiste quand même. On vous entend énormément sur les plateaux de télévision, vous vous exprimez beaucoup notamment sur votre site internet et vous vous exprimez sur des sujets sur lesquels on ne vous attend pas forcément, sur la succession de Johnny Hallyday, sur la nudité, sur les vaccins et récemment sur les gilets jaunes et la politique du président Macron. Je vous propose pour commencer de regarder quelques images. Votre Altesse, votre Excellence, votre Sérénité, mon cher Manu, mon roi, mais aussi mon chéri. Je me permets en effet cette familiarité, mon cher Manu, car des photos t'ont récemment montré partout sur la toile, aux Antilles, enlaçant un beau black bodybuildé en prison. Bodybuildé en prison, c'est pas la photo qui est faite en prison, mais c'est le body du corps en question, luisant de sueur tropicale, ce qui semblait te ravir jusqu'au plus profond, si tu me permets l'expression. Moi, je n'ai jamais cru en Dieu. Enfin, j'ai cru en Dieu autant qu'au Père Noël, ou aussi longtemps qu'au Père Noël. Puis à un moment donné où j'ai cessé, parce que j'avais, je sais pas, 8-9 ans, et oui, pourquoi pas l'histoire sainte, mais pour le reste, Dieu, les anges, Marie qui monte au ciel, ça, j'ai jamais vraiment souscrit à ça. On a épargné des millions de vies avec les vaccins possibles et imaginables. On travaille aujourd'hui à un vaccin contre le sida. Je le rappelle quand même pour les gens qui critiquent le principe des vaccins. Et si on découvre un jour un vaccin contre le cancer, il me semble qu'il faudra aussi qu'on empêche les anti-lumière, appelons-les comme ça, c'est-à-dire les gens qui estiment qu'il ne faut pas se vacciner, qu'on les empêche de nuire. Je voulais juste juger, je disais tout à l'heure, une anecdote qui a été rapportée, je n'ai pas les moyens non plus de vérifier la vérité de cette anecdote, mais si elle est avérée, c'est terrible. Johnny Hallyday aurait été obligé de s'inventer des rendez-vous chez le dentiste pour voir ses enfants. Moi, ça me suffit. Et moi, je trouve toujours très joli des jolis seins, des pas jolis seins, des vieux seins, des seins nouveaux, des seins neufs, des seins anciens, des seins jeunes, des seins vieux, je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui est dit dans le fait de montrer ses seins, ou ses fesses, ou ses hanches, qui est dit dès les petites Vénus de l'Espug. Vous savez, ces fameuses Vénus qu'on voit grandes comme ça dans les encyclopédies. Voilà quelques extraits de votre site web, Michel Onfray. Alors, on peut préciser aussi que vous répondez aussi à des questions qu'on vous pose. Hein. Voilà. Mais globalement, comment choisissez-vous les sujets sur lesquels vous vous exprimez ? Je ne les choisis pas, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses dans cette web TV, c'est-à-dire que je choisis d'intervenir sur l'actualité, ça c'est moi qui décide. Et puis après, on a des abonnés qui posent des questions. Et sur le site qui s'occupe de tout ça, on a une équipe derrière tout ça, il y a des comptages qui sont faits, et quand les questions sont plébiscité, j'y réponds. Donc si on me pose une question sur Johnny Hallyday, j'y réponds, parce que je trouve effectivement qu'il n'y a pas de raison de dire « Ah non, ça c'est une question philosophique, ça c'est une question qui n'est pas philosophique ». Je pense qu'il y a des traitements philosophiques de toutes les questions possibles. Donc vous avez après ça mélangé des interventions ironiques, la lettre à Macron, mais je veux dire que tout le monde a montré ces extraits de la lettre à Macron, mais personne n'a dit que je me servais des 5 doigts de la main pour dire quelle chose on pouvait reprocher aujourd'hui à Macron, qui relève plus ou moins de la justice. Mais j'ai souvent dit qu'effectivement, repris cette phrase, vous savez, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et beaucoup ont regardé le doigt en disant « Ah, c'est vachement bien, c'est drôlement bien, ou alors il est scatologique, il est grossier, etc. » Enfin, regardez quand même la totalité du texte, qui est une dénonciation d'un certain nombre de choses. Un président de la République ne se fait pas photographier dans ces circonstances avec un doigt d'honneur, il ne justifie pas ensuite un doigt d'honneur en estimant qu'il est destiné aux électeurs de Marine Le Pen, etc., etc. Donc j'ai dit des choses que finalement on ne dit pas pour pouvoir plutôt insister sur des morceaux choisis qui font de moi le polémiste dont vous dites que je le suis. Bon, après, on avait envie aussi de montrer tout ce qu'on trouve sur le site, hein, mais dans le cas de ces lettres au président Macron, est-ce que vous en attendez quelque chose ou c'est une façon avant tout de faire valoir votre liberté d'expression ? Mais ce que je trouve assez sidérant, c'est que tout le monde a le droit d'avoir un compte Facebook, Twitter, etc. Les gens mangent, photographient ce qu'ils mangent, ils photographient le menu, ils photographient leur digestion, la succession de la digestion, les suites de la digestion. Ils partagent tout ça avec des amis en disant qu'ils ont bu ceci, mangé cela. Ils se photographient en train de vomir. Et
en soutien-gorge sur la plage. Je trouve ça très bien. Puis après, on me dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous autorise à dire ce genre de choses? Je pense que quand tout le monde s'autorise de lui-même pour raconter sa vie, le philosophe peut s'autoriser de son travail pour intervenir philosophiquement sur des questions d'actualité, parce que pour moi, il n'y a pas une philosophie qui serait réservée aux philosophes et puis pas de philosophie du tout. Je pense que la philosophie, elle permet de penser le monde, tout le monde, et y compris des aventures comme celle de Johnny Hallyday, comme celle d'un doigt d'honneur justifié, légitimé, revendiqué par un président de la République, mais aussi, ce sont des questions que j'aborde, parce qu'elles me sont posées parfois, la différence entre l'hédonisme et le démonisme, est-ce qu'Épicure était épicurien? Enfin, il n'y a pas que ce genre de questions et que ce genre de réponses. Oui, donc c'est le rôle du philosophe de raccrocher l'actualité peut-être à une pensée plus profonde. Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, il ne nous reste plus grand-chose d'un certain nombre de philosophes de l'Antiquité, mais si on avait eu des journalistes à l'époque qui auraient suivi Socrate avec une caméra, eh bien ils auraient filmé les débats que Socrate avait sur la place publique, sur l'agora avec les gens qui passent, et on aurait probablement eu des questions de ce genre-là, et Socrate y aurait probablement répondu. Je ne suis pas Socrate, mais je pense qu'on sait peu de choses des philosophes antiques parce que tout ça a disparu. Mais les philosophes de l'Antiquité étaient sur l'agora chez les Grecs ou le forum chez les Romains et répondaient aux questions que les gens leur posaient ou questionnaient les gens quand ils passaient. Le charpentier, dis donc, toi, le charpentier, viens par ici. Et hop, on démarrait une discussion philosophique. Il y a eu un moment donné où la philosophie a été confisquée par les universitaires, les professeurs, qui estimaient qu'il fallait que ça reste une affaire un peu incestueuse. Les professeurs enseignant leurs disciples qui eux-mêmes deviendraient professeurs pour enseigner leurs élèves, etc. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux retrouver l'esprit de la philosophie antique qui consiste à dire on philosophe avec tout le monde sur tous les sujets et le problème n'est pas de baisser la philosophie jusqu'au caniveau. Ça, il y a pas mal de gens qui font ça aujourd'hui, les petits marquis de la philosophie et qui font fortune avec ce genre de choses. On peut au contraire hisser les gens jusqu'à la philosophie. Le philosophe Alain disait qu'il fallait transformer le fait divers en occasion de métaphysique et je le crois vraiment. Et on aura l'occasion évidemment d'évoquer cet aspect-là, l'éducation des classes populaires à la philosophie. Alors on l'a dit, vous vous qualifiez de philosophe hédoniste, on va donc parler d'hédonisme dans cette émission. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous soumettre un petit extrait de film, voir si ça peut ou pas représenter ce qu'est l'hédonisme au XXIe siècle. Regardez. Voilà, c'est un extrait du Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Est-ce que ça ressemble de près ou de loin à votre vision de l'hédonisme ? Non, parce que ça c'est le problème des étiquettes. C'est-à-dire que très vite, très tôt, quand je suis rentré par effraction dans la philosophie avec le ventre des philosophes, qui ne s'appelait pas comme ça s'appelait Diogène Cannibale à l'origine, on a tout de suite voulu me ranger dans un tiroir qui était le philosophe de la bouffe. C'était même pas de la gastronomie, mais de la bouffe. Donc ma spécialité, c'était de commenter la dinde au marron à Noël et puis de commenter les œufs de Pâques à l'époque dite. Et j'aurais pu prendre 20 kilos, d'ailleurs j'ai pu les prendre ensuite, et devenir un spécialiste de la cuisine. Je serais resté dans mon petit monde et j'aurais eu mes petites rubriques, mes petits machins, etc. Et je dis, mais non, c'est pas... mon hédonisme n'est pas trivial et vulgaire comme ce que vous montrez là. Et il y a même un photographe un jour qui a voulu me photographier nu dans une baignoire avec de la mousse, avec un cigare dans une main et avec une coupe de champagne à l'autre. J'ai dit, mais il y a quand même un grand malentendu. Et j'avais dit à mon éditeur de l'époque que ça commençait à me fatiguer de passer pour un hédoniste trivial comme ça, quoi. Il me dit, mais fais-moi un livre bien chiant, on te le publiera. J'en ai fait 12, c'est la contre-histoire de la philosophie. Mais il reste toujours cette idée que quand vous parlez du plaisir, vous renvoyez chacun son propre plaisir. C'est pas souvent reluisant le plaisir des gens, ou le rapport que les gens entretiennent avec leur corps, avec leur désir, avec leur plaisir dans leur propre vie. Donc évidemment, vous suscitez des énervements, des fâcheries, des fascinations. Dès que vous parlez du plaisir, chacun pense à son propre plaisir. Le plaisir dont j'ai fait l'éloge, c'est évidemment pas cigarette, whisky et petite pépé. Bon, c'est très drôle ici, mais je veux dire que ça s'appelle de la jouissance sans conscience, si vous voulez. Ouais. Je pense que l'hédonisme, c'est de la jouissance avec conscience. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des belles images de ce type-là quand on photographie un hédoniste véritable. C'est parfois quelqu'un qui est assis à une table de café, peut-être un peu le regard perdu, et qui est en train d'expérimenter sa pure présence au monde. C'est ça l'hédonisme que je propose, c'est-à-dire savoir jouir de sa pure présence au monde, savoir jouir de chaque instant de vie, parce que c'est précieux, ce que nous vivons là, nous ne le revivrons jamais, et si on rate ce moment, il est définitivement perdu. Il n'y a pas de récupération dans un au-delà, dans une vie d'après ou je ne sais quoi. Donc mon hédonisme n'est évidemment pas trivial. L'argent, les filles, la boisson, le champagne, les croisières, etc. Ça, c'est ce que les gens qui ne m'aiment pas beaucoup ont voulu dire de moi pendant des années en disant on ferait c'est ça, regardez, il a écrit l'art de jouir, tout est dit. Ouais,
vrai, mais si vous lisez autre chose que la couverture et que vous ouvrez ne serait-ce que la première page, il y a un philosophe qui s'appelle Julien Onfray de la métrique qui a écrit un petit livre qui s'appelle L'art de jouir. Je me suis dit, il m'a volé mon nom, je peux bien lui voler son titre. C'est un petit peu d'ironie, enfin accepter que, etc. Et donc il y a tout un malentendu sur la question d'hédonisme. Donc je revendique plus ce mot-là. Mais si on le revendique, on peut le faire à nouveau, mais il faut aussi expliquer qu'il y a des relations entre la biographie, la vie et le corps qu'on a à un moment donné et la pensée qu'on a. Donc évidemment, mon hédonisme était plus positif à 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il ne l'est à 50 ou 60 ans. Je viens d'avoir 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on cherche positivement le plaisir. Et on est plutôt dans une logique que je dirais dynamique et sirénaïque. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va chercher les occasions de plaisir, qui ne sont pas les occasions triviales, hein, entendons-nous bien. Et puis à un moment donné, où on a perdu des gens qu'on aimait, on a soi-même vieilli, on n'a plus la même libido, on n'a plus autant de testostérone, on a un peu plus de sagesse, on a un rapport à son propre corps qui n'est pas le même, qui est plus apaisé. Et l'hédonisme n'est pas tant l'art positif d'aller chercher des plaisirs, mais l'art négatif d'éviter des déplaisirs. Donc tous les emmerdeurs, par exemple, on les dégage comme avec une essoreuse à salade en se disant « mais il y a plein de choses dans la vie qui me causent de l'ennui, de la fatigue, j'en ai assez de voir des gens à qui j'ai envie de dire « vous me fatiguez », à qui je ne le dis pas parce que je reste poli ou je ne sais quoi ». Et cet hédonisme-là, c'est le mien désormais, il consiste effectivement à faire le vide de ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire on fait du rangement, ça devient plus zen. Si vous voulez, mon hédonisme précédent ressemblait plutôt à un château baroque, un Louis II de Bavière, si vous voulez. Ça ressemble plus à une cellule monacale maintenant, et je préfère. D'accord. Vous parliez de sirénaïque, alors tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut peut-être revenir quand même aux racines de l'hédonisme parce que là, on sait que vous parlez beaucoup des Romains en ce moment, mais c'est peut-être aux Grecs qu'il faut se raccrocher. Philosophiquement parlant, étymologiquement parlant, ça vient d'où l'hédonisme ? Alors, sirénaïque, ça vient de la ville de Cyrène, qui était une ville en Libye, où je suis allé à l'époque de Kadhafi. Et donc, à l'époque, on n'avait pas le droit d'arriver en Libye, donc j'étais arrivé en avion en Tunisie, puis on prend la voiture, et puis pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, on a à droite, c'est-à-dire au sud par rapport au pays, mais à droite le désert, à gauche la Méditerranée. Et puis on roule, et la Libye, c'est ça. Puis à un moment donné, vous commencez à grimper, et c'est un plateau, et on arrive à Cyrène. Et ce plateau fait qu'il récupère toutes les eaux de la Méditerranée, c'est-à-dire quand les vents arrivent, il y a des pluies, et comme par hasard, il y a du blé, il y a de la nourriture, il y a de la verdure, c'est verdoyant, etc. Donc il y a eu des richesses, donc il y a eu de l'hédonisme, parce qu'effectivement il y a eu de la jubilation. Ces habitants de Cyrène, on les a appelés des Cyrénaïques. Le plus emblématique, le personnage auquel on songe, c'est Aristippe de Cyrène, qui est un grec, donc, Afrique du Nord, mais à l'époque, cette Afrique du Nord est grecque. Et donc, lui, il est pour cette logique du pur plaisir positif. Il faut aller chercher le plaisir, y compris dans l'argent, y compris dans les femmes, y compris dans tout ça. Il dit, mais après tout, tous les moyens sont bons pourvu qu'on parvienne à une espèce de satisfaction qui puisse faire qu'on arrive à l'hédonisme. L'hédonisme renvoie pour le coup au grec hédoné, qui veut dire le plaisir. L'hédonisme est une philosophie qui fait du souverain bien le plaisir. C'est-à-dire que ce vers quoi il faut tendre, c'est le plaisir. Alors évidemment, tout dépend de ce que vous appelez plaisir. Épicure dira, lui au contraire d'Aristippe qui dit « mais toute jubilation positive est plaisir », Épicure dira « toute jubilation est plaisir, mais la jubilation, elle est parfois dans le fait de savoir se retenir de jubiler ». Si par exemple j'ai le plaisir d'une histoire amoureuse d'un soir ou d'une histoire d'un soir, même si elle n'est pas amoureuse, mais que je dois le payer très cher par la suite parce que j'aurais détruit quelqu'un, massacré ou je ne sais quoi, eh bien il y a un calcul des plaisirs qui fait que ce plaisir, si je dois le payer d'un des plaisirs, ne sera pas un plaisir, donc mon plaisir est grand à renoncer à ce plaisir. Donc vous voyez qu'entre les Cyrénaïques, un peu brut de décoffrage et grec, et puis Épicure, on dirait qu'il est grec aussi, mais je pense un peu plus à Lucrèce qui est romain, il y a quand même deux façons d'envisager les choses, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un petit peu tendance à mélanger l'épicurisme et l'hédonisme d'ailleurs, donc c'était bien de... Oui, non mais en même temps vous avez raison, si vous ouvrez un dictionnaire et vous regardez épicurisme, vous avez deux définitions. Vous avez première définition, disciple de la philosophie d'Épicure, deuxième définition, bon vivant. Et vous vous dites, c'est sidérant, ce sont deux définitions contradictoires. Parce que Épicure nous dit, oh là là, attention, pas de désir, pas de plaisir payé de déplaisir, travaille sur tes désirs, ne dis pas oui à tous tes désirs. On dit, c'est quand même très, très, très ascétique. Un moine bénédictin aujourd'hui est un épicurien dans cette première définition
du mot épicurien. Et puis après, bon vivant, alors là, pour le coup, sauf le moine des chaussées aux moines, mais je veux dire, c'est pas du tout la même chose. C'est justement cigarette, whisky et petite pépé. Ouais. Et sur un certain nombre de mots de la philo, comme ça, qui relèvent de la philosophie, matérialisme, idéalisme, spiritualisme, c'est stoïcien, on dirait alors il est stoïque, il est stoïcien, c'est pas exactement ce qu'est le sens philosophique premier, le sens originel. Donc le travail du philosophe, c'est de dire attention, sens philosophique, sens trivial et parfois cynique, par exemple, le sens trivial et le sens philosophique sont opposés. Un cynique est un disciple de Diogène et de l'école cynique chez les Grecs, c'est pas du tout un personnage sans foi ni loi, mais c'est aussi sens second un personnage sans foi ni loi. D'où le fait que parfois il y ait des malentendus. Pour en revenir à votre philosophie hédoniste, c'est une proposition psychologique, éthique, érotique, esthétique, politique, etc. C'est a priori une philosophie qui s'applique à tous les domaines de la vie. Alors sur le plan éthique, vous dites qu'une éthique hédoniste suppose un combat athéologique. On ne peut donc pas être croyant et hédoniste ? Vous savez, moi j'ai toujours pensé, après Nietzsche ou derrière Nietzsche, que la philosophie était autobiographique. Si Dieu m'avait donné la grâce de croire en lui, ce qu'il n'a pas fait, mais comme je n'y crois pas, je n'attends rien, évidemment, j'expliquerai qu'on peut être hédoniste et croyant et chrétien. J'ai plein d'amis chrétiens qui m'expliquent qu'ils sont hédonistes et je ne vois rien à redire à ça. Simplement, ils prennent des libertés quand même avec le christianisme. Parce qu'il y a Jésus, qui pour moi est une figure conceptuelle qui n'a jamais existé historiquement, mais qui est un produit annoncé par l'Ancien Testament, dont le Nouveau Testament nous dira qu'il est arrivé. Enfin, ça c'est un peu compliqué, c'est le sens de mon livre qui s'appelle Décadence, dans lequel j'ai raconté tout ça. Puis après, vous avez Saint Paul, et puis après, vous avez Constantin, qui est l'empereur, qui, au début du IVe siècle, fait de cette religion une religion d'État. Chez Jésus, il n'y a pas de détestation des femmes. Il n'y a pas de détestation de la culture ou du savoir, par exemple. Rien de tout ça chez Jésus. Mais il y a ça chez Saint Paul, qui nous dit le corps c'est détestable, les désirs et les plaisirs c'est détestable, les femmes sont faites pour faire la cuisine, la vaisselle et le ménage, enfin voilà quoi. Et donc on a construit une civilisation là-dessus. Et je dis, écoutez, regardez, mais effectivement, 2000 ans de civilisation chrétienne ont été 2000 années de haine du corps, de haine des désirs, des passions, des pulsions, d'anti-hédonisme. Et ma proposition, à l'époque où elle était peut-être un peu plus jeune, donc peut-être un peu plus agressive, était aussi de dire arrêtons avec le christianisme. Je crois maintenant que le christianisme est une ambulance et qu'on ne tire pas sur les ambulances et qu'il y a d'autres occasions d'attaquer d'autres monothéismes. Je songe à l'islam en disant qu'effectivement, s'il y a des dangers avec de la misogynie, de la phallocratie, de l'antisémitisme, de la haine des femmes ou de la réduction des femmes à leur rôle de reproductrices, etc., le danger est probablement plus là que du côté du christianisme. Donc, effectivement, j'ai estimé qu'on pouvait aujourd'hui, bien sûr, parler de Saint Paul toujours, encore, mais aussi du Coran. Oui. Alors, vous faites aussi, vous parlez du corps, des propositions sur le plan érotique, et vous nous dites qu'on est coincé là par cette morale chrétienne étriquée. Alors, c'est quoi un érotisme hédoniste ? Je l'ai appelé solaire, cet érotisme, parce qu'il n'y a pas d'érotique chrétienne. Si vous prenez les estampes japonaises, par exemple, le Kama Sutra des Indiens, il y a une pédagogie de la sexualité. On vous dit, il y a un corps de femme, un corps d'homme, c'est pas exactement la même chose, voilà ce qui est faisable, possible, pensable. Les positions du Kama Sutra ne sont pas là juste pour animer les soirées, c'est juste parce qu'il y a toute une théorie de l'économie des corps pour que les harmonies se constituent et que les plaisirs soient constitués de part et d'autre. Avec le taoïsme, c'est la même chose, où on explique que la tige de jade, etc., tout ça produit des énergies qui doivent entrer en relation avec les énergies des femmes et que ces énergies harmonieuses finissent par produire une érotique. Elle est où l'érotique chrétienne ? Jésus n'a pas de père, du moins son père n'est pas son père. Joseph est son géniteur, enfin c'est son père mais c'est pas son géniteur. C'est la première fois qu'on invente des procréations médicalement assistées, des gestations pour autrui, je ne sais quoi. Vous avez Marie dont on vous dit qu'elle est mère mais elle est vierge. C'est quand même sidérant. Jésus, qui est une fiction, qui n'a pas existé historiquement, mais qui même dans son histoire, si vous prenez le Nouveau Testament, ne mange pas, ne boit pas, ne défèque pas, n'excrète pas, n'a pas de relation sexuelle avec quelque femme que ce soit. Donc il y a l'anticorps de Jésus, ensuite il y a le cadavre de Jésus, et on dit aux hommes, il va falloir imiter le corps d'un ange et imiter le corps d'un mort. Et à une femme, on vous dit, vous allez faire un truc formidable, vous allez avoir des enfants et vous allez rester vierge en même temps. Donc vous comprenez bien que ça va générer quand même pas mal de névroses, parce que si vous essayez de tenir tout ça dans une même main, ça ne va pas fonctionner. Donc l'érotique,
elle est assez perverse, l'érotique chrétienne. C'est Georges Bataille ou c'est le Marquis de Sade, c'est-à-dire c'est la jouissance dans la souffrance qu'on inflige ou qu'on s'inflige. Regardez, chez Bataille, par exemple, il faut vomir, excréter, uriner, déféquer, etc., manger tout ça. Si, ouais, d'accord, tous les intellectuels parisiens dans les années 70 ont fait leur gorge chaude, si je puis me permettre l'expression, avec ces auteurs-là. Et je dis, ben voilà, ça reste encore une érotique chrétienne. Alors, je dis, inventons une autre érotique qui serait une règle du jeu, hédoniste, du genre, passons des contrats, disons ce à quoi nous aspirons, et puis faisons les choses clairement, simplement, facilement, et tout devrait être simple. Donc on n'est pas tenu d'imaginer que la destination d'un corps, ce soit le mariage, la fidélité, la monogamie, la cohabitation et la génération. On n'est pas tenu de croire à ça. Et en quoi votre érotique est-elle un plaidoyer pour l'égalité des sexes ? Parce que je pense que quand un homme est un libertin, il y a toujours quelque chose d'assez positif. Vous voyez les figures de Casanova ou les figures de Don Juan, voire même la fameuse figure du Marquis de Sade. Quand une femme est libertine, c'est plutôt une salope. Il n'y a pas de figure positive. C'est une coucheuse, c'est une Marie couche-toi là, c'est une hystérique, etc. Je dis, mais s'il y a une positivité aux relations amoureuses, libres, simples, faciles, composées, etc., eh bien, pour les hommes, il faut que ce soit le même cas pour les femmes. C'est-à-dire qu'on n'accable pas les femmes qui sont libertines, je songe à Colette, par exemple, parce que quand un homme est libertin, c'est positif, on fait des opéras, je vous renvoie à Don Giovanni de Mozart, un chef-d'œuvre de musique occidentale dans l'opéra et chez Mozart, mais même le Don Juan de Molière, vous en faites des figures littéraires positives. Bon, maintenant ça change, hein. Heureusement, les femmes peuvent être libres, autonomes, indépendantes, faire un usage libertin de leur propre corps, et théoriquement, ça devrait passer mieux qu'il y a 50 ans, et mieux encore qu'il y a 100 ans, c'est pas encore forcément toujours le cas. Alors, on ne pourra pas évidemment aborder tous les points de l'hédonisme, mais il y en a un que je voulais aborder encore, c'est la bioéthique. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, les progrès médicaux permettent d'augmenter les hommes. On pense au transhumanisme. Jusqu'où pensez-vous qu'on puisse aller sur ce domaine-là ? Quels sont les progrès qui vous semblent acceptables ? Et est-ce qu'on peut encore parler de jouissance ou pas à un certain stade ? Vous avez raison, ce sont les belles questions d'aujourd'hui. Ma première dissertation, quand j'étais en seconde, que notre prof de français nous a donné une dissertation, c'était une phrase de Rabelais à laquelle j'ai rien compris. Je me suis dit, je suis censé faire une dissertation. Et Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire, si effectivement, il y a de la science, mais qu'avec cette science, il n'y a pas de conscience, alors effectivement, on va ruiner les âmes. Donc aujourd'hui, techniquement, on peut faire plein de choses. Vraiment, et plus de choses encore qu'on n'imagine. Moi, j'ai un ami qui a un laboratoire de recherche génétique. Ça reste secret et discret parce qu'il travaille pour la justice, etc. Mais qui me raconte des choses sidérantes sur ce que la génétique permet aujourd'hui. Sur ce qu'on ne lui permet pas non plus. Parce qu'évidemment, il y a toute une interdiction éthique ou pseudo-éthique ou pseudo-morale. Mais je pense que quand on aura touché véritablement à ça, et le verrou va exploser, il va sauter un jour, parce qu'il y a de toute façon sur la planète entière des gens qui n'auront pas cette éthique et qui, en Inde, en Chine ou ailleurs, ils travaillent déjà à ces questions. Il y a même théoriquement avec les GAFA des gens qui travaillent sur ce sujet. Et on voit bien qu'effectivement, cette science, elle existe, mais elle est sans conscience. Je dis qu'elle est sans conscience parce qu'on s'en va vers une société mais d'un esclavagisme que nous n'aurons jamais connu sur la planète. Des gens riches pourront s'acheter la santé et la médecine, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais pas totalement. Et la médecine, ce sera la possibilité de vivre, je sais pas, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas exactement ce qui se passera, mais il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur des greffes de cerveau. Ça veut dire que quand vous pouvez greffer le cerveau de quelqu'un sur le corps d'une jeunesse, eh bien, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal pendant les 100 années qui vont suivre, etc. Sauf à avoir des problèmes avec son propre cerveau, mais on peut même imaginer que le génie génétique permettrait etc. Tout est vraiment possible et pensable. J'écrirai d'ailleurs un des volumes de la brève histoire de la philosophie sur la question de la transgénèse, et ça s'appellera nihilisme, donc pour vous dire ce que j'en pense. Mais vous avez raison, il y a un moment donné où la médecine devient problématique, même si elle a toujours été antinaturelle, la médecine. Si la nature vous donne une pathologie, le médecin qui vous dit je vais vous raconter des choses de chaman qui va faire des fumigations autour c'est de la culture. Et on dit la culture va pallier ce que la nature vous inflige. Moi j'ai des lunettes, donc peut-être vous des lentilles, je ne sais pas, mais enfin tous les gens qui ont des problèmes de vue aujourd'hui ne disent pas non, moi je suis astigmate, je suis hypermétrope, je suis myope, il n'est pas question que je corrige ça. Donc on corrige et tout le monde trouve ça normal. Des problèmes d'audition, mais des appareils pour entendre, etc. On a un problème cardiaque comme une valve, tout le monde comprend qu'effectivement quand il s'agit de restaurer un état de santé perdu,
La médecine, elle est bonne, elle est tout à fait défendable. Vous dites, voilà, il y a quelqu'un qui risque d'avoir un cancer, on fait un vaccin, ou il y a une chimiothérapie, ou aujourd'hui l'immunothérapie, on se dit, formidable, allons dans ce sens. Maintenant, la médecine de la transgénèse, c'est plus du tout réparer un corps malade, c'est augmenter un corps dont on estime qu'il doit mieux voir, mieux entendre, mieux ceci, mieux cela, vivre plus longtemps, vivre plus longuement, intégrer plus d'informations. On n'aura plus besoin aujourd'hui de lire à la recherche du temps perdu, parce qu'on aura un programme qui un jour nous permettra de parler de Bergotte, de Swann, de Crécy, parce qu'on n'aura pas lu, mais on saura. Je vous rappelle quand même qu'il y a un truc assez sidérant, c'est qu'aujourd'hui, on peut donner à des rats ou à des souris des souvenirs de choses que les rats n'auront pas vécues. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui d'inventer des souvenirs, de les intégrer dans le cerveau d'un mammifère, et le mammifère qui n'aura pas fait quelque chose se souviendra pourtant de l'avoir fait. Ce qui veut dire, si on peut fabriquer des souvenirs de choses non vécues, que vous pouvez supprimer les souvenirs de choses vécues. Donc on vous dira, ah mais vous avez un vieux papa, une vieille maman, voire un vieux grand-père, une vieille grand-mère, maladie d'Alzheimer, vous n'allez pas être contre le fait qu'on va pouvoir travailler sur leur mémoire. Vous dites, bah non, bien sûr, on est d'accord pour ça. Et on va faire rentrer le diable par la porte. Parce qu'on dira, mais il s'agit simplement de travailler sur les gens qui ont des maladies d'Alzheimer, on ne pouvait pas être contre ça. Donc bien sûr que non, je suis pour ça. Et hop, et à un moment donné, on dira, ah bah peut-être qu'on peut augmenter ceci, donner cette pilule à votre enfant, il n'aura pas besoin d'aller à l'école, ou quand il ira à l'école, 1 heure suffira parce qu'on va faire le travail de 10 jours, etc. Où est-ce que ça va s'arrêter ? Et si c'est sans conscience, effectivement, c'est ruine de l'âme. Et je ne vois pas aujourd'hui de conscience qui pourrait nous permettre de dire on a une règle du jeu, jusque-là oui, au-delà non. Ça d'accord, ça pas d'accord. Quand je pense qu'aujourd'hui, le fin du fin en matière de progressisme, c'est de louer l'utérus des femmes pauvres. Nous en sommes là. C'est la gauche qui défend ça en estimant que c'est un grand progrès, et si on est contre ce prétendu progrès, on est un réactionnaire, un fasciste, éventuellement un nazi. En France, tout ça marche très bien, ce genre d'insultes. Vous dites, voilà où on en est arrivé. Une femme pauvre dit, je vous loue mon utérus, je vous fais un enfant, une fois que l'enfant arrive, je vous le donne, repartez si vous voulez, il n'y a évidemment aucun problème. Bien sûr que si, il y a un problème. Moi, ma mère est de l'assistance publique, elle a été abandonnée, je ne vous dis pas les problèmes d'identité de ma mère. Et tous les gens qui ont été abandonnés n'ont jamais vécu ça comme une chose extrêmement simple, même s'ils ont été aimés par des parents adoptifs ensuite, etc. On sait bien que la question de l'identité, de la généalogie, des origines, ce sont des questions problématiques. Mais non, là on estime que techniquement on peut le faire, alors pourquoi on ne le ferait pas ? Techniquement, j'ai vu il y a quelque temps une mère de famille qui a perdu son fils dans un accident de voiture. Alors évidemment, il était dans un état de mort cérébrale. Elle a dit, on prélève le sperme de mon fils et je vais demander à sa petite copine qu'elle porte l'enfant de mon fils mort. Et déontologiquement, on a dit, non, on ne peut pas faire ça. La mère a dit, alors moi, je veux porter l'enfant de mon propre fils. Techniquement, c'est faisable. Mais vous voyez bien qu'effectivement, c'est sans conscience, c'est une science sans conscience, et que c'est véritablement ruine de l'âme. Que serait cet enfant dont on pourrait dire que son père était mort quand il est né et que sa mère a été sa grand-mère puisqu'elle a été fécondée par le propre sperme de son fils. Vous dites, oui, la science permet de faire une chose pareille, mais est-ce que la conscience est là derrière ? Il se fait qu'avec l'effondrement du christianisme, on ne sait plus répondre à ces questions-là, autrement qu'avec la religion. La religion a toujours un discours construit sur ce sujet-là, mais en face, on n'a pas de discours construit. On dit c'est techniquement faisable, faisons-le, et quand nous l'aurons fait, nous aurons fait la démonstration que nous sommes des progressistes. Ouais. Vous parliez de votre mère et on va revenir quelques instants, si vous le permettez, à votre parcours, puisqu'on parlait de philosophie hédoniste et on sait à quel point vous estimez que la pensée doit être liée à la vie du philosophe. On va voir ça tout de suite en images. Regardez. Je m'appelle Michel Onfray, je suis philosophe et j'aime le noir. Je porte des lunettes de cette couleur et je me suis longtemps habillé en noir. Et oui, il n'y a pas de raison pour que seuls les hommes du clergé portent cette couleur. Un penseur athée comme moi en a aussi le droit, na. Je suis né le 1er janvier 1959 à Argentan, en Normandie. Mais c'est dans le petit village de Chambois, 500 habitants, que je grandis. Mes parents sont des gens modestes, mon père Gaston est ouvrier agricole dans une grosse ferme de la région, ma mère Hélène est femme de ménage chez les bourgeois du coin. Avec mon petit frère, je passe une enfance pauvre mais hédoniste à la campagne, avec les rivières, les poissons, les odeurs des saisons, le jardin de mon père et la cuisine de ma mère. Mais à 10 ans, je vis un cataclysme. Mes parents m'inscrivent dans un pensionnat religieux. C'est l'horreur. Prêtres pédophiles, punitions collectives en pyjama dans la neige, coups de baguette, silence obligatoire dans les dortoirs.
C'est là que se développe mon envie de liberté et de résistance à l'autorité. C'est là aussi que je découvre les livres, notamment Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Heureusement, je rentre dans mon village pendant les vacances. C'est sur le marché de Chambois que je découvre mes premiers maîtres à penser dans une caisse de livres d'occasion. Ils s'appellent Nietzsche, Marx et Freud. Ou encore l'auteur latin Lucrèce, dont le livre de la nature des choses m'apprend qu'on peut être moral sans croire en Dieu. Mais ma pensée ne se forge pas que dans les livres. Mon libraire m'ouvre l'esprit. Mon coiffeur et les ouvriers de la fromagerie du village où je travaille comme étudiant m'initient à l'anarchisme, par exemple. À l'époque, je veux devenir biologiste, instituteur maternel, voire conducteur de train. Raté, je m'inscris à la faculté de Caen en philosophie. J'y croise un autre de mes maîtres à penser, en chair et en os celui-là, mon professeur de philosophie antique, Lucien Gerfagnon, qui m'ouvre les portes de la culture et de l'intelligence. En 1983, j'ai 24 ans et je donne cours de philo dans un lycée technique à Caen. J'avais envie de travailler avec des jeunes laissés au bord de la route de l'éducation. À 28 ans, je suis victime d'un infarctus. J'ai vraiment cru mourir. Et j'ai tout de suite regretté de mourir sans avoir écrit de livre. Je ne suis pas mort et je me suis mis à écrire. J'ai écrit mon premier livre, Le ventre des philosophes, en 4 jours. Depuis, je n'ai plus jamais arrêté d'en rédiger et d'en publier. On ne les compte plus, mes ouvrages. En fait, si, on en est à 100. Mais citons-en quelques-uns quand même. L'anti-manuel de philosophie, où je rénove la manière d'enseigner la philo. Le traité d'athéologie, où je critique les 3 religions monothéistes. La série de la contre-histoire de la philosophie, où je ressuscite les penseurs effacés par le christianisme. Ou encore le crépuscule d'une idole, où je taille une croupière à Sigmund Freud. En 2002, peu après l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles, je décide d'agir. Je quitte mon poste d'enseignant et je fonde l'Université populaire de Caen où je donne cours de philosophie gratuitement 2 heures par semaine. Mon but est de vaincre le nationalisme par la connaissance. Bon, je me rends compte que je vous parle surtout de Normandie, mais je suis aussi un grand voyageur. J'ai bourlingué un peu partout dans le monde et je n'exclus pas de m'enfuir un jour au chaud avec ma bibliothèque. Mais jusqu'ici, c'est vrai que je reviens toujours à Argentan, l'endroit où je retrouve la paix. Et oui, Onfray, ça veut dire donner la paix en scandinave. Et bon Dieu, auquel je ne crois pas, qu'est-ce qu'on ferait sans un endroit qui nous donne un peu de paix ? Michel Onfray, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Bah oui, on peut mourir tranquille après ça. C'est ça. Oui, il y a 2 ou 3 petites choses qui sont fausses, mais enfin ça, c'est pas important. Je sais pas sur le marché de Chambois, parce que Chambois était une petite ville mais d'Argentan, mais c'est un peu normal. J'ai mélangé un peu tout ça. Donc, mais non, c'est très bien vu, c'est très drôle et c'est très juste. C'est très juste parce que je crois qu'il y a dans la vie des moments importants, des gens qui nous font. Vous avez parlé de mon coiffeur qui est décédé il y a une dizaine de jours et qui, après des années passées sans conscience, enfin du moins je le pense, et ce sont des gens qui m'ont constitué. Lucien Gerfagnon m'a constitué aussi, et de fait les trajets se constituent avec des individus qui nous donnent des chances. On parlait de votre papa qui était ouvrier agricole, qui avait un fort lien à la terre, un lien qu'il vous a évidemment transmis. Est-ce en lien avec lui que vous avez forgé une philosophie qui soit à ce point ancrée dans le réel ? Les livres nous constituent, on les constitue, ils nous obligent aussi. Et je trouve que dans cette logique de la brève histoire de la philosophie, je démarre avec la mort de mon père. J'habitais à Argentan, à côté de Chambois, à 12 km, et il se fait que j'ai fait un dîner un soir à Chambois, dans la maison de mon village, que j'ai reconduit mon père à sa maison, et qu'il est mort dans mes bras à ce moment-là. Et on grimpait la petite église, la place de l'église du village, et je lui tenais le bras, il n'avait pas forcément besoin de ça, mais enfin je lui tenais le bras, puis à un moment donné, il me dit « il faut que je me mouche ». Il sort son mouchoir, son grand mouchoir, et je regarde le ciel, comme on faisait souvent tous les deux, et le ciel était couvert, et on voyait rien du tout. Il y avait une espèce de couleur marronasse, un peu bizarre. Il était minuit 20, et je dis à mon père, on verra pas la lune ce soir, et mon père me dit non, ce soir, le temps est couvert. Il est mort, debout, dans mes bras. Après, d'un seul coup, presque comme une énergie, je ne crois pas à l'âme, mais c'est comme si son âme m'avait pénétré, comme si sa force devenait la mienne, comme s'il me disait quelque chose du genre à ton tour, vas-y. Et j'ai voulu raconter cette force dans une saga dont je ne sais pas où elle me conduit. Au départ, c'était 3 livres, mais j'ai raconté Cosmos, enfin j'ai dit dans Cosmos comment mon père était mort, de quelle manière, ce qu'était cette force, enfin, de quelle force j'avais hérité. Donc j'ai parlé de la nature, du cosmos, des étoiles, des anguilles dans la rivière, bon, ça c'est Cosmos. Après ça, j'ai raconté effectivement le Décadence, c'est-à-dire cette histoire du judéo-christianisme. Et j'ai voulu aussi comprendre ce christianisme, et c'était aussi en relation avec mon père. Et ce 3e volume, Sagesse, est aussi en relation avec mon père, parce que mon père m'a
pas transmis grand-chose sur le terrain verbal, mais il m'a transmis tout sur le terrain de l'exemple. Et je me suis dit, mais la morale, c'est pas seulement une affaire qui renvoie au Dieu des chrétiens. On n'a pas besoin de croire en Dieu, l'au-delà, Jésus, Marie, Joseph et tout ça. C'est une règle du jeu, la morale. Et quelle était la règle du jeu de mon propre père ? Et je me suis dit, mais c'était un roman. Et je suis reparti sur ces traces, d'une certaine manière. Et je me suis dit, mais quel temps j'ai perdu avec les bibliothèques, avec les livres. Revenons à des choses essentielles. Voilà pourquoi j'estime que, avant ces 3 livres-là, j'ai écrit 2 ou 3 choses, mais c'était des essais, on dira des essais pour parvenir à ceux-là qui sont aussi des essais. On l'a vu dans votre portrait, vous êtes d'origine modeste, populaire, et vous avez toujours eu à cœur, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, d'élever les classes populaires et de les initier à la philosophie. Vous avez, à 24 ans, été professeur de philo dans un lycée technique. On le voyait aussi dans votre portrait. Vous vous êtes impliqué pendant plus de 16 ans dans l'université populaire de Caen, que vous avez créée ou recréée, puisque les universités populaires existent depuis la fin du 19e siècle. C'était en 2002, au moment où Jean-Marie Le Pen a failli passer au second tour. Je vous propose, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, de vous voir justement dans un échange avec le public. Regardez. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là, si nombreux, pour cette université de Caen décentralisée à Paris. Vous ne prenez pas le week-end, c'est un vrai bonheur. Monsieur Onfray, est-ce qu'on peut espérer un jour voir vos conférences? Je ne sais pas si, monsieur, vous avez un micro ou si... J'ai pas de micro, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir vos conférences de l'université de Caen retransmises en vidéo dans un théâtre ou sur un écran, je ne sais pas, dans un lieu, à Paris? Projeté sur la Tour Eiffel, quoi, un truc avec un grand écran. Eh bien non. D'abord parce que le principe de l'université populaire, c'est comme nous là ce soir, c'est un contact avec le public. Et si cette université populaire est à Caen et pas à Paris, vous vous doutez bien que c'est parce que je l'ai choisi, désiré, voulu. On m'a plusieurs fois proposé de faire ça à Paris, mais c'est simplement pour montrer qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, que la province ça existe aussi, et que comme les provinciaux, eux, sont souvent obligés de venir à Paris parce que tout y est, depuis le triomphe jacobin, je dirais, la culture s'y trouve, le savoir s'y trouve, l'opéra, la musique s'y trouve, la gastronomie, tout ça s'y trouve. Donc c'est bien de temps en temps que vous fassiez le trajet inverse et que vous alliez voir à quoi ressemble la Normandie, qui n'est pas qu'une terre de pommiers, de vaches, de beurre et de ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, toutes les semaines, viennent et font l'effort de venir toutes les semaines de Paris. Ça veut dire 2h30 aller, 2h30 retour. Il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. Mais vous pouvez acheter un car et puis faire la route régulièrement. Voilà, petit extrait dans ces échanges avec le public dans le cadre de l'université populaire. On peut préciser que c'est entièrement gratuit, ouvert à tous et que ça fonctionne sur le principe du bénévolat. Alors, petite question en lien avec ça. Quel est l'intérêt finalement d'apprendre à tout le monde à philosopher? Ce qui m'intéressait dans l'éducation populaire, c'était de dire, mais donnons de la philosophie à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on la donnerait, de ne la donner qu'à quelques-uns qui reproduiraient le système. Je pense que les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de train, les gens qui me vendent mon poisson, mes légumes quand je fais mes courses... Ils venaient à ces universités populaires, ces gens-là? Il y en avait, bien sûr. Alors évidemment, au départ, il y a des gens qui disent « Ah mais non, c'est pas vrai, c'est des vieux, ils sont retraités, etc. » On dit bah, « Oui, mais évidemment, quand on commence un cours à 18h, il faut pouvoir venir, donc il faut partir à 17h, et matériellement, les jeunes qui sont pères de parents, il faut s'occuper des enfants, etc. Enfin, il y avait toute une sociologie qui n'était probablement pas aussi populaire qu'on l'aurait voulu, parce que d'aucuns estimaient qu'il aurait fallu plus d'ouvriers ou je ne sais quoi. Puis je dis, mais moi, j'ai jamais fait une université prolétarienne. J'ai dit populaire. Populaire, ça veut dire on accueille tout le monde. Alors après, les gens se débrouillent pour trouver du temps, ou pas trouver du temps. Les 2 dernières années, je faisais cours le dimanche après-midi. On pouvait pas... Il n'y avait aucune excuse pour dire on ne peut pas venir. Donc tous les âges, toutes les professions pouvaient venir. C'était à 16h jusqu'à 18h. C'était gratuit. Nous payions, l'université populaire payait la location de la salle. Je travaillais gratuitement et bénévolement. Et il y avait là, effectivement, des gens de tous âges, de toutes origines, de tous milieux, de tous revenus, de tout niveau intellectuel. Mais j'ai toujours voulu m'adresser au plus grand nombre. Et le peuple, pour moi, c'est ceux sur lesquels s'exerce le pouvoir et pas ceux qui exercent le pouvoir. Ouais. Est-ce que vous pensez que, justement, des cours de philo pour tous, ça peut aider à sortir de crises comme celle des Gilets jaunes actuellement? Écoutez, si vous voulez que je vous parle franchement, et je vais vous en faire la confidence, je ne l'ai jamais faite publiquement, mais je pense que ça a été un échec, l'université populaire. Les gens ont consommé, pendant une quinzaine d'années,
des contenus. Et j'ai pu démarrer avec Démocrite, j'ai terminé avec Jean Kelevitch ou Guy Debord, et on est passé par des philosophes inconnus, méconnus, mais qui étaient tous hédonistes, qui étaient tous dans le partage, qui étaient tous dans la fraternité, qui faisaient tous l'éloge justement du partage et de la fraternité. Et j'ai découvert que sur les bancs, tout le monde était effectivement d'accord avec le contenu. Dans la vie, c'était plus du tout ça. Donc des gens qui s'engueulaient parce qu'ils avaient mis un manteau pour réserver des places, d'autres arrivaient, ils s'engueulaient. Je dis mais à quoi ça sert de venir à l'université populaire pour faire de telle sorte que la philosophie puisse être pratiquée dans la vie, alors qu'on est en train d'insulter quelqu'un qui a juste demandé s'il pouvait s'asseoir pendant que quelqu'un d'autre a mis un manteau, je ne sais quoi. Alors cette idée que la philosophie permettrait de sauver, permettrait de faire avancer les choses, que sur la question des gilets jaunes on pourrait peut-être avancer s'il y avait un peu plus de philosophie, etc. J'ouvre une parenthèse pour dire que nous disposons théoriquement d'un président de la République formé à la philosophie. Il n'a pas perdu une occasion, quand il s'agit de séduire les électeurs, de faire savoir qu'il était l'assistant de Paul Ricoeur, qu'il aimait beaucoup le philosophe Habermas et qu'il avait travaillé avec Étienne Balibar, qui ne se souvient pas de l'avoir eu comme étudiant, sur un mémoire concernant Hegel et Machiavel. Donc voilà un personnage qui est frotté de philosophie à défaut d'être philosophe. Croyez-vous qu'il gère pour autant mieux que tout autre qui n'aurait jamais fait de la philosophie la question des gilets jaunes? Bien sûr que non. Donc sur ces affaires-là, la philosophie ne sert à rien, sauf si elle est pratiquée par quelqu'un qui a un peu de grandeur d'âme, un peu de ce que je... Mais ça ne s'acquiert pas, là, la grandeur d'âme. Ça s'acquiert, mais quand c'est pas acquis un jour, ça ne le sera jamais acquis ensuite. Je crois que tout ça, c'est de l'éducation. Si on ne l'éduque pas, si on n'est pas éduqué à la maison, si on n'est pas éduqué par des enseignants, si on n'est pas éduqué par des gens qui sont des chances, un enfant est une cire vierge. Et sur cette cire vierge, on va imposer un sceau. Et ça peut être le sceau de la débilité, de la bêtise, de la méchanceté, du cynisme, de la couardise. Mais ça peut être aussi celui de la grandeur, celui de la parole donnée, celui du sens de l'honneur. Vous parlez de grandeur et de parole donnée, c'est peut-être ce qu'on peut justement acquérir des Romains, puisque vous en parlez énormément dans votre dernier ouvrage, Sagesse. Un ouvrage que vous avez sous-titré « Savoir vivre au pied d'un volcan ». C'est un péplum philosophique dans lequel vous convoquez les philosophes romains, qui seraient d'ailleurs dans le concret, là où les Grecs seraient plutôt dans l'abstraction. Dans cet ouvrage, vous convoquez entre autres Lucrèce, Pline le Jeune, Caton l'Ancien, Sénèque, Cicéron. Alors qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que les Romains sont dans le concret pleinement, là où les Grecs ne le seraient pas ? Vous allez me contraindre d'être un peu technique, mais si vous regardez dans l'histoire de la philosophie, un texte comme le Parménide de Platon, un grec, qui dit on va réfléchir sur la question de l'être, du non-être et de l'articulation de l'être et du non-être. Est-ce que l'être est? Est-ce que le non-être est? Le non-être est-il? Le non-être pourrait-il ne pas être? Vous voyez un peu le genre de choses. Vous prenez la métaphysique d'Aristote, où on vous interroge sur la science de l'être en tant qu'être en vous disant quelle est l'ontologie. Tout ça, c'est très bien. Vous prenez, encore un grec, vous prenez, troisième grec, un Plotin qui écrit les Énéades et qui va réfléchir sur les hypostases, sur le nous, l'imbien et le logos. Vous dites tout ça est formidable. Et puis après, quand je m'interroge et que j'ai répondu à la question, oui, le non-être est, mais s'il est, il ne peut pas ne pas être, etc., ça permet d'être agrégé de philo, docteur en philosophie, professeur qui impressionne ses élèves. Et quand vous rentrez chez vous, comment est-ce que vous allez vivre la souffrance, la douleur, l'amour, l'amitié, le plaisir, l'argent, le rapport aux choses, etc. Donc les Grecs pensent des choses extrêmement conceptuelles. Vous parlez de l'amour. Chez Platon, le banquet, hop, tout le monde boit un coup et chacun fait son discours sur l'amour. Et on est en train de parler de l'idée d'amour. Est-ce que, par exemple, l'idée d'amour a besoin d'amoureux pour exister? Ah non, parce qu'il faut qu'il y ait une idée d'amour qui fonctionne dans le ciel des idées, et les individus sont plus ou moins amoureux en fonction du fait qu'ils se rapprochent de cette idée. Bon, très bien, c'est une philosophie pour philosophes. Chez les Romains, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, vous ne trouverez aucun texte qui soit aussi nébuleux que ceux dont je viens de parler. Le Parménide, la métaphysique, le Parménide de Platon, la métaphysique d'Aristote ou les Énéades de Plotin. Vous avez en revanche des textes consacrés à la vieillesse, à l'amitié, chez Cicéron. Vous avez des textes, les lettres à Lucilius par exemple, chez Sénèque, où on vous dit comment vivre, comment vieillir, comment mourir, comment souffrir. Tu vois ton âge avancé, penses-tu à ta mort? Comment vas-tu aborder ta propre mort? Quel rapport as-tu au bien ou aux choses? Faut-il posséder? Est-ce que quand tu possèdes, tu n'es pas possédé parce que tu possèdes? Là, d'un seul coup, vous vous dites, mais bon sang, ça me parle ça. Quand on me demande si j'ai un ami, ce qu'est mon ami, ce qui définit l'amitié, ce qu'est l'amour conjugal, ce qu'est la fidélité, ce qu'est le sens de la parole donnée, et qu'on vous donne des exemples, et que vous vous dites, mais cet exemple me parle,
Je n'ai pas besoin d'être un spécialiste en philosophie pour réfléchir sur la question de l'amour. J'ai avec, par exemple, le père des Gracques qui découvre un jour, mauvais présage, un couple de serpents enlacés sous son lit, un mâle et une femelle. Et on dit il va falloir en supprimer un. Mais si tu supprimes le mâle, c'est toi que tu supprimes. Si tu supprimes la femelle, c'est ta femme que tu supprimes. Que fais-tu? Que fait le père des Gracques? Il dit on tue le mâle, il meurt. Et sa femme survit. Alors c'est une histoire, mais c'est une anecdote qui parle bien plus que n'importe quel discours sur ce sujet-là. D'un seul coup, vous savez ce que c'est que l'amour. C'est donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime. Alors quand on dit « Ah, c'est le christianisme qui invente ça », mon œil, c'est très avant le christianisme, ce sont les Romains. Et des histoires comme ça, il y en a des tonnes. Cincinnatus, qui est consul, qui est en train de labourer avec son animal, avec son bœuf à sa charrue, et qui est nu, et qui est en train de pousser le soc de sa charrue. Les consuls, on vient le chercher, on lui dit « Cincinnatus, on a des problèmes avec des tribus qui assiègent Rome, on a vraiment besoin de toi, sois notre dictateur ». Un dictateur, c'est quelqu'un à qui on donne les pleins pouvoirs pour faire quelque chose de très précis. Et quand la chose est faite, il rend le pouvoir et c'est fini. C'est pas du tout la dictature du XXe siècle. Hein. On dit, tu as les pleins pouvoirs pour régler le problème. On donne les pleins pouvoirs à Cincinnatus, il règle le problème, les tribus sont matées, Rome est préservée. Que fait Cincinnatus? Il repart dans son champ et il reprend sa charrue. Donc voilà deux exemples pour vous dire qu'on ne fait pas des grandes théories sur ce qu'est le pouvoir, pour expliquer que finalement les gens qui sont au pouvoir se servent du pouvoir. Non, ils sont là pour servir une cause et on ne se sert pas de la cause. Donc vous voyez qu'on a besoin d'être un peu frotté à la philosophie si on veut parler d'être en tant qu'être, d'ontologie, de substance, de codité, de quiddité ou de ce genre de trucs. Ça c'est très bien pour les philosophes de profession. Mais là, simplicité, sobriété, rapport à la nature, rapport au pouvoir, ce qu'est l'amour véritable, ce qu'est l'amour d'amitié, ce qu'est l'amour avec un compagnon, une compagne, vous voyez, ce sont des choses que tout le monde peut comprendre. Effectivement, vous parliez d'amitié, alors est-on en train aujourd'hui de perdre le sens de l'amitié? Je vous propose, avant d'y répondre, de nous tourner quelques instants vers le Japon. Regardez. Dans la capitale japonaise, 42 millions de personnes se croisent tous les jours, se croisent seulement car beaucoup de Japonais souffrent d'une grande solitude. Comme Eri. Elle a 28 ans, elle travaille dans une agence immobilière et le week-end, quand elle ne fait pas des jeux sur son téléphone, se cherche sur Internet une amie à louer. J'ai quitté Tokyo après l'université. Et quand je suis revenue, tous mes amis étaient déjà mariés. Je n'avais plus d'amis. Recommencer à zéro, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est pour ça que je préfère louer quelqu'un. Et c'est simple comme un clic. Alors j'ai trouvé ce site, ce service Family Romance. Et là, je cherche une copine pour l'après-midi. Le rendez-vous est pris. Ici, près du port de Tokyo, avec la nouvelle copine qu'elle a choisie pour l'après-midi sur le site internet. Elle a pris le forfait de 3 heures, facturé 30 € de l'heure. Elle s'appelle Urara, elle a 28 ans, elle aussi. C'est donc une amie professionnelle. Eri est sa deuxième cliente de la journée. Elles ne se connaissent pas. Après un petit thé, histoire de faire connaissance et papoter, elles iront faire du shopping en copine. Grâce à ce service, je peux parler à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon passé. Il n'y a pas d'arrière-pensée, de calcul. C'est parfois difficile de se confier à de vrais amis. Là, je ne me prends pas la tête. Michel Onfray, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'amitié? Ça s'appelle de la prostitution. C'est-à-dire quand vous cherchez un service tarifé, que quelqu'un vous donne prétendument de la présence, de l'affection, de la tendresse, et que vous payez cette personne, et qu'après ça, c'est l'ami d'une après-midi, c'est-à-dire que le lendemain, vous allez choisir quelqu'un d'autre, c'est terrible. C'est terrible. Je ne suis pas contre les usages d'Internet pour trouver des compagnons ou des compagnes. Des gens me disent parfois, on s'est rencontrés sur Internet comme si c'était honteux. C'est pas grave. Je veux dire, on se rencontre dans le train, on se rencontre au café, au travail, pourquoi pas sur Internet. Donc j'ai rien contre ce type de rencontre. Mais j'ai contre ce genre de rencontre où on sait très bien qu'on fait semblant. On joue à l'amitié. On a comme il y avait de temps en temps des panoplies, vous savez, on offrait aux enfants des panoplies d'Indiens ou de cow-boys, et on savait bien qu'on n'était pas des Indiens ou des cow-boys. Ben là, on a une panoplie d'amis, et on choisit son truc. Alors, je sais pas, elle doit montrer son visage, 2 ou 3 trucs, dire qu'elle aime la poésie, qu'elle aime les romans, et qu'elle aime les... Et peut-être même pas, hein, mais... Oui, enfin, ils doivent peut-être même mentir pour se rendre désirable, il s'agit de se vendre. Donc, il faut faire la promotion de sa propre personne. Et quand la jeune fille dit « mais moi, on ne sait pas qui je suis, c'est bien », donc on peut effectivement imaginer que c'est pas forcément quelqu'un de très bien, mais qu'elle va inventer un personnage, l'autre va se satisfaire de ce personnage. On est dans la pure virtualité.
On est dans la pure virtualité, comme sur ces comptes où les gens ont des amis. On vous demande si vous voulez être l'ami, on dit on clique, ça y est, j'ai un ami de plus. Non, l'amitié romaine, c'est pas du tout ça. C'est quoi justement l'amitié pour un Romain? Pour aller vite, il y a des patriciens et des plébéiens. Les patriciens sont ceux qui possèdent, qui ont, les plébéiens sont plutôt ceux qui n'ont pas. Et chez les plébéiens, tout est plus ou moins possible. Chez les patriciens, il faut transmettre un nom, transmettre un patrimoine. Donc on épouse une femme qui a aussi un nom et un patrimoine. On n'est pas forcément jolie, pas forcément belle, on l'aime pas forcément, mais on associe deux puissances, parce qu'après au Sénat, il va falloir pouvoir peser. Donc on fait des enfants qui eux aussi vont servir à ça, assurer le patrimoine, la transmission, le nom, etc. Et quand on a ces relations, évidemment, si vous avez envie de tendresse, d'affection ou de sexualité, peut-être que vous pouvez avoir une sexualité avec votre épouse, mais bon, quand on a fait des enfants, quand on a passé un certain temps ensemble, c'est plus exactement la même chose, donc vous avez le bordel. Donc on a les bordels dans lesquels on va voir des femmes, c'est tarifé, enfin un peu le principe là, et puis voilà. Et on sait très bien que quand vous payez quelqu'un pour avoir du plaisir sexuel, vous n'êtes pas tenu d'aimer la personne non plus, vous pouvez aimer de tendresse votre compagne, mais vous pouvez avoir envie aussi d'une relation dans laquelle il y aura de l'amour sans le corps, c'est l'amitié. L'amitié arrive et c'est l'amour sans le corps. Et donc c'est une relation virile, alors j'exclus la sexualité, parce que sinon c'est de l'homosexualité, c'est l'une des modalités de l'amour, c'est autre chose. Ça veut dire que dans cette figure, l'ami, c'est l'amour sans le corps. Et ça marche jusqu'à la fin de l'Empire. Le christianisme arrive en disant, mais attendez, l'amitié, c'est une affection élective. Vous dites, vous êtes mon ami, à l'exclusion de tous les autres. Et chez les Romains, on dit, mais alors est-ce qu'on peut avoir un ami plus âgé que soi, plus riche que soi, plus puissant que soi, plus intelligent? Est-ce qu'on peut avoir deux amis? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs amis? Est-ce que, etc. On pose des questions très concrètes chez les Romains. Et les chrétiens disent pas du tout, il n'y a d'amitié qu'en Dieu. Il n'y a d'amour qu'en Dieu. Donc pas d'amitié entre deux êtres, mais de l'amitié pour Dieu, éventuellement via quelqu'un qui sera votre confesseur, votre prêtre ou votre je ne sais quoi. Et donc il y a une destruction de l'amitié chez les chrétiens. On n'aime pas ce sentiment. Il faut l'amour du prochain, et le prochain c'est tout le monde. Donc il faut aimer d'amitié tout le monde en Dieu et pour Dieu. Ça veut dire que l'amitié romaine, elle meurt avec les Romains. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus l'amitié. On vit les copains, les potes, les camarades, les collègues, etc. Les amis sur Facebook ou je ne sais quoi, ou les amis à la mode japonaise ou à cette mode japonaise. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Il y a dans l'amitié, et il y a des passages dans Sagesse que je trouve très beaux, pas de moi, mais de Cicéron, où Cicéron raconte des choses sur l'amitié qui sont de très belles choses, parce que de fait, c'est un alter ego, c'est un autre soi-même, mais qui n'est pas complètement soi-même. Doit-on corriger son ami au nom de l'amitié? Peut-on rompre? Et quand il y a des amis, parce qu'on estime à un moment donné qu'ils ont cessé d'être amicaux. Enfin, les Romains posent ces questions-là sur l'amitié, et moi j'ai toujours tenu en haute estime l'amitié comme une valeur, mais elle est difficile à vivre tout seul. Il faut être au moins deux à penser l'amitié en romain pour qu'elle puisse exister. Effectivement, il y a encore plein d'autres questions, vous le disiez, pratiques qu'on trouve dans cet ouvrage Sagesse. On avait envie de revenir quelques instants à Cosmos, à votre lien à la Terre, ce lien si fort que votre père vous a transmis. Cosmos, qui est le premier volume de cette brève encyclopédie du monde qui comptera au moins 6 volumes, on le sait désormais. Vous dites dans Cosmos qu'on est devenus des animaux dénaturés. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, un exemple. Quand vous goûtez un vin, vous avez la possibilité d'activer dans le nez quelque chose qui va vous permettre de repérer des effluves, des parfums, des odeurs, des fragrances. C'est assez formidable. Avec l'âge, on perd tout ça. Mais je veux dire que quand vous mettez le nez dans un vrai verre de vin, vous avez tout un monde qui s'ouvre. Si vous prenez ces capteurs olfactifs et que vous écrasez ça comme une feuille de papier à cigarette, vous avez l'équivalent d'une tête d'épingle. Si vous faites la même chose avec un chien, vous écrasez les capteurs olfactifs du chien, vous avez l'équivalent d'un terrain de football. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire que nous, déjà, tout ce qu'on est capable de sentir, une tête d'épingle sur un terrain de football. Donc vous imaginez que le chien, il a un abord olfactif du monde qui est extraordinaire. Nous avons été ces chiens. C'est-à-dire que le mammifère qui a évolué en nous a fait que ces sens, nous les avons perdus, l'olfaction, le goût, au profit de nouveaux sens qui sont l'audition et la vue. Nous voyons très bien, beaucoup mieux qu'un certain nombre d'animaux et beaucoup mieux que les chiens. Mais nous sentons moins bien. C'est-à-dire que cette présence au monde, il me semble que nous l'avons perdue à cause de la culture. Nous avons été à quatre pattes, nous avons reniflé les centres, et puis voilà, on se déplaçait comme ça, alors on voyait pas forcément très bien, mais l'olfaction. Et puis à un moment donné, on est devenu bipède, on a dégagé les mains,
On a relevé la tête, le cortex a été rendu possible, on a pu parler, nous sommes devenus bipèdes. Donc vous voyez tout ce système olfactif que nous avons perdu au profit d'autre chose. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas avoir écrit la métaphysique d'Aristote, les Énéades de Plotin, etc. Je dis juste que ce que nous avons gagné en termes de cérébralité, de conceptualité, nous l'avons perdu en termes de sensualité. Et nous sommes des animaux dénaturés parce que notre présence au monde est devenue cérébrale et conceptuelle. Vous parliez des animaux. Est-ce que vous êtes un défenseur de la cause animale? Est-ce qu'on peut être, par exemple, hédoniste et végétarien? Ça, c'est ma grande souffrance, c'est que je défends la cause animale, mais que je mange aussi du foie gras. Alors, il faudrait rentrer dans le détail, mais juste dire que un végétarien, ça ne suffit pas. Le végétarien dit, bon, je ne suis pas végétalien, donc je mange des œufs, par exemple, je mange du beurre, etc. Sauf que, pour qu'il y ait du beurre, il faut qu'il y ait le lait d'une vache qui a un veau. Le lait, il n'est pas fait pour faire du beurre, il est fait pour nourrir un veau. Ça veut dire que si vous mangez du beurre, il faudra priver une vache de son veau. Ce qui veut dire que quand vous tartinez votre pain beurré, votre pain pour y mettre du beurre, et que vous dites, ah, mais moi je suis végétarien, je défends la cause animale, vous envoyez un veau à l'abattoir. C'est la même chose avec les œufs. Vous dites, moi je mange des œufs, donc vous faites votre petite omelette, sauf que vous êtes en train d'envoyer à la broyeuse des poussins, parce que tout ce qui est poussin mâle, c'est inutile, donc on broie les poussins, et puis etc., etc. Donc on voit bien que la cohérence du végétarien, ce serait de devenir végétalien, et ce serait même de devenir vegan. Ce qui veut dire que le végétarisme, c'est bien, le végétalisme, c'est mieux, le véganisme, c'est encore mieux en termes de congruence. Mais si vous pratiquez ça au-delà du petit personnage disant « c'est moi, c'est mon éthique personnelle », mais si vous dites « on en fait une affaire d'État, ça devient une affaire nationale, etc. etc. », alors là, à ce moment-là, effectivement, vous allez au-devant de vrais problèmes. Parce qu'il y a un moment donné où les animaux qui ne s'ensauvageront pas seront mangés par d'autres et l'homme aura péril à rester dans la nature. Donc c'est une belle conception cérébrale. Je suis plutôt un partisan de la cause animale en estimant qu'il faut des cultures raisonnées, que nous sommes des prédateurs et que, hélas, dans la nature, tous les animaux sont des prédateurs et que les animaux mangent eux-mêmes des animaux pour survivre. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucun poisson n'est végétarien. Donc il y a un moment donné où il faut penser la nature non pas en urbain qui conceptualise, en grec, je dirais, mais en romain en disant si nous sommes végétariens, véganes, etc., concrètement, ça donne quelque chose d'intenable. Donc, soyons dans une agriculture raisonnée, ne faisons pas souffrir les animaux, arrêtons tout ce qui est élevage industriel, permettons aux animaux de vivre véritablement leur vie en sachant qu'ils la termineront, nous terminerons aussi notre vie, et qu'on doit pouvoir intégrer la question de la mort des animaux, mais des hommes aussi, c'est-à-dire la mort du vivant, dans notre perspective, parce que nous ne savons plus mourir, nous ne voulons plus la mort, nous écartons la mort, et ça fait partie de ce genre de considération qu'on trouve chez les véganes. J'ajoute que si vous vous intéressez aux arbres, aux plantes, etc., vous voyez qu'il y a un système neuronal, je mets tout ça entre guillemets, mais il y a un système neuronal chez les plantes, que les plantes communiquent, que les plantes souffrent, que les souches, quand on a coupé un arbre, que les souches gardent des informations qui sont données par tout un réseau de mycélium, de champignons, aux autres arbres qui survivent avec la présence de l'arbre mort, parce qu'il est toujours là comme une mémoire. Je dis juste, attention, si vous voulez vraiment élargir la réflexion au vivant, élargissez-le, pas seulement à ce qui vous ressemble, un chat, un chien, une vache, un éléphant, mais allez-y sur tout ce qui est vivant. Et là, pour le coup, il va falloir penser la puce, la tique, le pou, qui sont des animaux, le moustique, et puis aussi les carottes, dont le cri n'est pas entendu, mais il existe tout de même. Si vous filmez en accéléré des végétaux, vous voyez comment ils vivent, comment ils vont vers des choses parce qu'ils sont attirés, comment ils fuient d'autres choses parce que ce sont des choses stressantes. Et si on est capable de se projeter dans le temps du végétal, tout autant que dans le temps de l'animal, on voit effectivement que tout ce qui est vivant est dans une logique hédoniste. Vous voyez, je vous fournis une conclusion formidable. Formidable, mais la vraie conclusion, elle va arriver maintenant, Michel Onfray, parce qu'il me reste une question quand même à vous poser. Quel serait votre espoir pour demain ? Que les gens cessent d'avoir de l'espoir. Je pense que espérer, c'est se mettre dans la situation d'avoir à désespérer, au sens étymologique, désespérer. Il ne faut pas espérer en disant « j'attends quelque chose » parce que si on n'attend pas, si on attend, on risque d'être déçu. Si on n'attend pas, on ne sera pas déçu. En revanche, il faut prendre, savoir prendre. Alors disons que c'est un espoir, que je joue votre jeu, mais j'espérerais que tout un chacun ait la capacité d'habiter le présent, l'instant, pour qu'ils se disent, ce tout un chacun, que l'hédonisme, c'est d'être dans la
pure présence au monde et de jouir de cette seconde qui ne reviendra jamais, de cette minute qui ne reviendra jamais, parce que l'histoire ne repasse pas les plats, il n'y a pas de vie au-delà, et il y a juste une vie en deçà de la mort, il n'y a pas de vie après la mort, mais en revanche, il y a une vie avant la mort, et c'est ça qu'il ne faut pas rater. Donc espérons qu'un grand nombre constatera qu'il y a une vie avant la mort et qu'elle est bien plus importante que l'hypothèse d'une vie après la mort. Merci Michel Onfray, merci d'avoir passé cette émission avec nous. Alors on ne va pas citer l'ensemble de vos ouvrages, on l'a dit, il y en a 100 à l'heure actuelle. On citait quand même quelques-uns qui ont aidé à la préparation de cette émission. On a parlé de votre brève encyclopédie du monde. Il y a Cosmos, Décadence et le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Sagesse. Alors je ne vais pas prendre tous les livres qui sont sur la table là, mais peut-être quand même les citer. Il y avait L'art de jouir, le manifeste hédoniste, il y avait Rendre la raison populaire ou encore Le deuil de la mélancolie. Pour revoir cette émission, ça se passe sur Ovio. Pour nous écrire, pour en apprendre davantage sur nos invités, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Les Sentinelles sur le site de la RTBF. Merci à vous d'avoir été des nôtres, merci à toute l'équipe qui a aidé à la préparation de cette émission. Très belle fin de soirée et à bientôt.